Bonsoir. Donc, bienvenue aux soirées des humanités d'hier et d'aujourd'hui. Merci d'être venus. C'était pas si simple pour certains. Donc, nous avons maintenu la soirée en collaboration avec le Viaduc Café. Nous sommes entretenus et puis il était évident pour tout le monde, autant pour moi que pour Corinne et le Viaduc Café, de maintenir la soirée. Donc, bienvenue et merci de votre présence. Alors je présente pour ceux qui ne connaissent pas Corinne Van Loé, d'autres la connaissent, un bon nombre de personnes ici, qui va aujourd'hui nous parler d'un ouvrage qu'elle a écrit, de son dernier ouvrage, Nos parents, ces illustres inconnus. Donc la soirée va être très intéressante. Oui. J'ai lu l'ouvrage et je crois qu'on peut tous s'y retrouver. Donc il y a un bon nombre de situations qui vont résonner pour chacun d'entre nous. Corinne Van Loé donc, a écrit un bon nombre d'ouvrages. Vous avez des petites plaquettes qui se trouvent sur les tables, par exemple le sentiment d'impuissance, hypnose EMDR, EFT, oser la colère qui guérit. Il y a eu une soirée au sein des humanités d'hier et d'aujourd'hui et il y a un film. Si vous souhaitez voir ce film, vous me le direz, je vous indiquerai comment trouver ce film. Éloge de la souplesse aussi, il y a un autre film, Corinne Van Loé est venue il y a plusieurs mois présenter cet ouvrage. Un ouvrage très intéressant que je conseille aux professionnels du monde de l'accompagnement et puis aussi aux autres personnes bien sûr, du micro-traumatisme à la guérison. On trouve plusieurs pages dans l'ouvrage qui va être présenté aujourd'hui aussi, à savoir pour les professionnels ça peut être vraiment quelques pages intéressantes à propos du micro-traumatisme et du traumatisme. Et enfin donc l'ouvrage d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Corinne Van Loé, elle est psychologue, clinicienne. Je vais mettre mes lunettes pour respecter tous les éléments qui se trouvent ici. Donc, elle est psychologue, clinicienne de l'école de psychologie de praticiens de Paris, titulaire d'un DU d'hypnose médicale à Paris 6, d'un DU de victimologie à Paris 5, certifiée Europe en EMDR. Elle consulte à Paris, elle est enseignante, elle intervient au DU d'hypnose de Paris 6, à l'Institut français d'hypnose IFH et à la faculté de chirurgie dentaire de Paris-Garancière. Elle est donc l'auteur de plusieurs ouvrages dont on vient de parler à l'instant. Et je crois que c'est à peu près tout. Oui, tu travailles le MDR, l'hypnose, l'EFT, avec un diplôme de psychologue clinicienne. Il me semble que ce sont les éléments sur lesquels tu travailles le plus souvent. Oui, avec des techniques qui m'appartiennent. Avec des techniques qui lui appartiennent, bien sûr. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc, comment s'organisent les soirées? Dans un premier temps, il y a l'auteur qui présente son ouvrage. Ça dure environ 3/4 d'heure. À peu près, voilà. Vous pouvez poser des questions si vous avez besoin de poser des questions ou témoigner durant ce temps-là. Toutefois, il y a un temps qui est prévu après la pause, un temps de questions, de témoignages, c'est-à-dire au moins 3/4 d'heure où vous aurez la parole. Si vous avez besoin de poser des questions, je le répète, de témoigner ou ne serait-ce que de demander des informations à propos de ce qu'il y a dans l'ouvrage, vous êtes bienvenus. Une chose importante. Comment se passe donc ce type de café philo, café psycho, ces rencontres? Si quelqu'un dit quelque chose qui vous heurte, il n'est pas question ici, bien sûr, on l'a tout à fait compris, de commencer à se mettre en colère ou à dénigrer ce qui a été dit. On va considérer que tout ce qui est dit correspond à la subjectivité de la personne et cette personne-là a un intérêt à le dire, même si ça peut éventuellement déranger quelqu'un d'autre dans la salle. Ce que je propose, c'est de faire une soirée agréable, conviviale et dans la meilleure des... et en paix. Je crois que c'est bon pour tout le monde. Est-ce que ça va pour tout le monde? Y a-t-il des questions à poser pour la partie organisation? Ça va? Donc vous pouvez consommer comme vous voulez. Vous pouvez descendre et demander vos consommations ou bien vous demander au serveur quand il passe par là.
Vous pouvez aussi prendre nos collations si vous le souhaitez sur place. Je donne maintenant la parole à Corinne Valoé et je vous remercie pour votre visite. Merci Nathalie de cette présentation un peu plus complète et sur laquelle je m'écroule parce qu'il y en a trop d'une certaine façon. On pourra en rajouter peut-être d'autres, mais c'est pas grave, c'est pas très important. Et c'est voilà. Alors d'abord, merci à vous tous d'être là, connus ou plus ou moins connus. Il y en a certains que je connais un peu bien, peut-être même un peu intimement, je vais dire, parce que j'ai eu la chance qu'ils me fassent confiance. Bon, voilà, c'est aussi bête que ça, ils ont eu la chance de me faire confiance. Donc effectivement, je vais peut-être dire pourquoi je suis arrivée à réécrire ce livre. D'abord, je veux ici commencer par remercier tous les parents d'avoir causé autant de traumas pour me permettre de bosser tous les matins et d'avoir quand même un cabinet qui a relativement du monde quand même, hein. Donc je leur sais gré de toutes leurs conneries pour me permettre de travailler et d'aider les réparations que nous pauvres enfants devons absolument effectuer. Donc on les remercie vivement parce que bon, moi je m'occupe de traumatisme comme on a pu le dire et j'ai quand même fait un constat, c'est que quand on a pris les parents, les enseignants et les médecins, les limites ne sont pas visés, et bien en général on a vu toutes les formes de trauma. Hein, à peu près, après ça, bon, il y a des événements comme malheureusement ceux qu'on a vécu, mais autrement, globalement, on est dans ce registre-là, et surtout dans le registre des micro-traumatismes, de ces événements qui paraissent anodins, et qui pour finir ont eu des impacts extrêmement importants sur nous, parce qu'on les a retenus, parce qu'ils nous ont fait vivre des choses relativement douloureuses. Ce qui m'a conduit aussi à écrire ce livre, c'est qu'il y a 2 ans de cela, j'étais en tête à tête avec ma mère et je lui ai dit « je te connais pas ». Donc elle est montée autour, en disant « comment, tu ne me connais pas ?» Bon, bah je dis non. Non. Quelque part, je ne sais pas pourquoi tu as fait un certain nombre de choix, pourquoi tu t'es comporté de cette façon, etc. Et notamment, il y a une histoire très anecdotique de mon père qui a joué dans un casino portugais qui était avec les poches vides et qu'il a retrouvé ma mère qui doit prêter de l'argent pour un billet de train et ça s'est conclu par un mariage et par un non existant. Pour ça, me paraissait un peu louche toute cette histoire. Et c'était rigolo comme ça sur le principe. Et puis quand je lui ai posé la question, eh bien elle m'a dit « Oh ben moi de toute façon c'était pendant la guerre, moi j'avais l'intention de quitter le Portugal parce que la situation avec mon père ne me convenait pas, déjà, voilà. Et puis et je dis bon, mon père, qui n'était plus là pour que je lui pose la question, eh bien parce qu'il devait en avoir marre de vivre seul. Bon, voilà. Alors après ça, on m'a dit que j'étais un enfant d'amour. Bon, donc c'est parfois un peu bug pour encaisser tout ça. Alors du coup, ça m'a conduit à une réflexion en me disant, mais pour finir, on attend quoi? Les conduire au cimetière, qu'ils soient Alzheimer, pour essayer de se poser des questions. Donc j'ai commencé à mener, je vais dire, mon enquête, alors pas trop difficilement, parce que pour finir, si je n'avais pas des histoires de parents, je crois que je ne ferais pas de thérapie. Il n'y aurait pas de sujet. Hein? D'entrée de jeu, c'est, ben voilà, j'étais pas attendu, de toute façon, on préférait ma soeur ou mon frère, enfin bon, bref, on arrive dans des trucs comme ça, donc effectivement, je ne ferais pas de thérapie s'il n'y avait pas ça. Et donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On se dit que, au départ, les parents se présentent à l'équivalence de Dieu. Ils savent tout. Ils font tout bien. Père et mère honorera, non seulement les textes fondateurs leur prennent, mais le code civil aussi. Bon. Donc par conséquent, pas moyen de discuter hein, sur le sujet. Quoi qu'ils fassent, c'est bien. La réalité n'est pas tout à fait comme ça. Donc effectivement, il y a une espèce d'assimilation à un statut divin qui leur donne tout pouvoir. Mais est-ce que ce statut divin, ils sont capables de l'assumer? Ils ont l'envergure pour? Ou bien alors on leur fout un costard sur le dos qui est beaucoup trop grand pour eux? Est-ce qu'ils sont aussi, je vais dire, investis d'un tel savoir, d'un tel pouvoir, que de pouvoir répondre comme ça
à une mission qui est la plus compliquée. Hein. Il n'y a pas de bouquin pour comment être parent, enfin si on a, mais enfin ça n'apporte pas véritablement de solution. Donc tout d'un coup, voilà, on devient parent, et puis tout d'un coup, il faut être parent. Alors comment est-ce qu'on est parent? Voilà, on exerce son pouvoir, je dis que c'est bien, c'est pas bien, etc. Donc il y a une espèce d'image de perfection qu'on a un peu de mal à remettre en question, parce qu'on nous a tellement vendu qu'ils étaient parfaits, qu'effectivement, en tant qu'enfant, on suit ce qu'ils nous disent. Même si on peut penser dans notre fort intérieur qu'ils poussent le bouchon un peu loin à certains moments. Hein, c'est possible. Donc, effectivement, on est là et on est dans une position, en quelque sorte, de subir des situations, éventuellement de rejet. J'avais un jour entendu une journaliste qui disait, avant de se marier, posez-vous la question de savoir si vous aurez toujours quelque chose à dire à votre conjoint, et si vous acceptez que votre gosse il ressemble à votre belle-mère qui ne peut pas vous sortir. Bon, donc voilà, il y a comme ça des choses qui peuvent se produire d'une façon. Alors du coup, je me suis posé la question en disant, bon, mais qu'est-ce qui motive un parent pour avoir un enfant? Est-ce que c'est un choix d'une des deux parties? Est-ce que c'est un accident? Est-ce qu'on est, je vais dire, le fruit d'une capote crevée ou d'une nuit trop arrosée? On n'en sait rien, on ne sait pas du tout. Hein. Pourtant, la motivation est quand même quelque chose d'important pour la suite des choses. Est-ce qu'on a subi une situation? Est-ce qu'on n'a pas subi cette situation? Est-ce qu'on est dans la contrainte? Est-ce qu'on n'est pas dans la contrainte? Etc. Et notre comportement, eh bien, il va faire avec, il va être obligé de faire avec la personnalité qu'on a, avec le vécu qu'on a, enfin, etc. Donc, ça ouvre la porte à quand même un certain nombre de dérapages. Donc, ces individus parfaits qui sont à l'image de Dieu, et puis nous, on nous raconte des trucs, moi je dis, où est passé le prince charmant et sa princesse? Parce qu'on a été comme bisous, et puis il se fait heureux, il y a beaucoup d'enfants. Nathalie me faisait la réflexion tout à l'heure en me disant, tu dis que les trucs qui vont mal. Le problème c'est que j'ai pas rencontré vraiment de trucs qui allaient bien pour faire le balancement en quelque sorte entre ce qui va mal et ce qui va bien. Bon, on sait très bien que les trains qui arrivent à l'heure on n'en parle jamais, et donc quand ça va bien, c'est souvent malheureusement des moments, mais on a des choses qui s'inscrivent plus dans la longueur et dans la pérennité et qui vont donc faire empreinte. De sorte qu'à un moment donné, on peut se poser la question de se dire, ces gens parfaits, est-ce qu'ils sont si parfaits que cela? Alors je vous pose la question, sont-ils aussi parfaits que l'image qu'on peut en avoir? Pas forcément. Pas forcément. Alors, est-ce qu'ils peuvent être manipulateurs? Oui. En un certain nombre de cas, je suis manipulateur parce que je t'impose un certain nombre de choses d'une certaine façon, très gentiment. Enfin, dans la famille, on est tous ingénieurs, donc hein, voilà, on comprend ce qu'il faut faire pour être ingénieur. Donc, je te manipule un peu, fais comme j'ai envie que tu sois. Ou alors, moi, j'ai pas pu faire ça. Alors maintenant, toi, tu vas faire ce que... Un patient comme ça, qui voulait être prof d'allemand, et son père lui a dit, non, un métier qui se respecte, c'est être médecin. Donc il est devenu médecin. Mais il n'a jamais pratiqué la médecine. Parce que c'était pas son truc, que donc il a répondu à une espèce d'injonction familiale. Enfin si, il est resté médecin, mais il était un médecin administratif. Il disait lui-même, parce que ça ne l'intéressait pas de faire de la médecine à proprement parler, il voulait être prof. Donc effectivement, on est face à des gens qui vont, à un moment donné, pas forcément intentionnellement, mais parce qu'ils règlent leurs propres problèmes. N'oublions pas qu'on a des histoires transgénérationnelles, et que quand ils n'arrivent pas non plus vierges de toute une histoire, d'un passé lourd, dont ils doivent se dépatouiller, et que si maintenant, aujourd'hui, on est un certain nombre à faire des démarches personnelles pour essayer d'apurer la situation ou d'aller mieux, c'est quand même relativement récent dans un processus
on va dire, développement personnel, compréhension, analyse, modification, prendre conscience qu'après tout on a subi des choses et qu'on continue à les subir, à plier les genoux parce qu'on est face à une autorité vis-à-vis de laquelle on n'ose pas se rebeller, etc. Il y a un bouquin qui est sorti il y a quelques années d'une américaine qui s'appelle Les parents toxiques. Ça a fait à la fois ses sous gras parce que ça s'est bien vendu. Et puis il y a des gens qui vont dire mais comment un parent ça peut être toxique? Oui, ça peut être tout à fait toxique. Est-ce qu'ils ont toujours des comportements exemplaires? Parce que en tant qu'enfant, on va nous demander d'être des enfants exemplaires. On va nous demander d'être à la limite de la perfection. Il faut être ça, il faut bien travailler à l'école. Il faut ceci, il faut cela, et eux, est-ce qu'ils sont parfaits? Est-ce que, effectivement, si j'ai un parent violent, physiquement ou verbalement, est-ce qu'il est dans son rôle de parent? Est-ce que, quel que soit le comportement, ça mérite ce type d'attitude? On est le fruit de l'amour et on se ramasse des baves dans la gueule. C'est quand même bête, hein, cette histoire. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. On peut rien dire parce qu'on est dans l'impuissance du fait d'être petit et puis de se dire que si je dis quelque chose, de toute façon, je vais en ramasser deux. Donc effectivement, on va voir qu'il y a un certain nombre de comportements où on nous demande, en tant qu'enfant, d'être dans les clous et où effectivement, nos chers parents ne le sont pas forcément. Lorsqu'ils ont, on va dire, des problèmes addictifs, qui peuvent être l'alcool, la drogue, le jeu ou autre chose, on peut nous dire, mais c'est pas votre problème. J'étais en conflit avec votre mère, puis je buvais, j'ai bien le droit de boire, mais vous assistez à des choses auxquelles vous ne devriez pas assister, normalement. Ils n'ont pas à vous faire subir ça. Et cette toxicité-là, elle intervient et elle va se perpétuer dans notre comportement et on va avoir des effets rebonds, si je puis dire, où on va être en révolte face à une autorité parce qu'on n'a pas pu être en révolte vis-à-vis de cette autorité-là qui était là. Mais en même temps, l'enfant a ceci particulier, c'est qu'il est toujours protecteur pour son parent, c'est pas de sa faute. Il fait comme il peut. Hein, je vais le protéger. Alors, en général, l'enfant il protège le plus faible. Patiente qui m'expliquait qu'effectivement, sa mère avait un problème avec l'alcool, le père n'était jamais là, et parce qu'il avait un travail à l'extérieur, et donc les enfants étaient là, tout seuls, pas osés aller à l'école, et comme la mère avait bu suffisamment, ils étaient là à côté d'elle en se demandant si elle vivait encore ou pas. À toucher, voir si elle bouge. On peut se poser la question en tant qu'adulte, c'est pas très rigolo, mais en fait quand on a 6, 7, 8 ans et qu'on est 3 à se relayer, on dit est-ce que tu es sûr qu'elle vit toujours? Je suis pas sûre que ça ne laisse pas des empreintes majeures où effectivement le parent n'a pas été dans son rôle. Je ne dis pas qu'il le fait exprès, je dis simplement qu'il n'a pas été dans son rôle et que effectivement le Dieu là, dans ce contexte-là, il descend véritablement de son piédestal, obligatoirement, avec, encore une fois, aucune capacité d'exprimer la chose. Oui, donc, avec aucune capacité d'exprimer les choses. Lorsque le parent ne va pas bien et qu'il va, comme on me le disait encore cet après-midi, aller confier à son enfant qu'il a des difficultés dans son couple, des difficultés de relations sexuelles, qu'il lui confie effectivement les petits à gérer. Cet après-midi, j'avais une patiente qui me disait ma mère me confiait mes 2 petits frères, des jumeaux. J'avais 9 ans et puis un jour, un de mes frères était par terre et je ne l'ai pas vu parce qu'il était dans sa doudoune et que j'étais petite. J'ai trébuché et le bébé est tombé. On peut se demander si on confie un enfant de 3 mois à une gamine de 8 ans. Est-ce que l'erreur, elle était pleine de culpabilité? Est-ce que la culpabilité, elle est véritablement de son côté? Ou est-ce que la culpabilité vient plutôt de la mère qui a pas pris ses responsabilités en confiant un enfant de 3 mois à une gamine de 8 ans? Qui en même temps lui confiait les problématiques avec le père, ou inversement d'ailleurs. Donc effectivement, dans ces contextes-là, on tombe dans ce que nous psychologues on appelle un double lien.
C'est-à-dire que de toute façon, dans les deux cas de figure, on ne peut pas se décider. Hein. On ne peut pas donner raison à l'un parce qu'on donne tort à l'autre, enfin, etc. C'est l'histoire de je t'offre deux cravates, une bleue et une rose. Quand tu mets la bleue, je te dis pourquoi tu n'as pas mis la rose. Quand tu mets la rose, pourquoi tu n'as pas mis la bleue? Et quand tu mets les deux, je dis complètement dingue. Bon, donc c'est les situations totalement inextricables dont Bateson dit on sort par la schizophrénie et la folie, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre porte de sortie que celle-là. Mettez un enfant dans une situation comme ça, est-ce que vous pensez que c'est une attitude parentale? Est-ce que c'est une attitude responsable que de prendre ce type de comportement? Et puis, il y a aussi un certain nombre de parents qui vont prendre leur enfant pour objet. Des mères qui vont être sous perfusion avec leur enfant en permanence, c'est-à-dire que le cordon ombilical a été coupé, mais elles en ont créé un virtuel, et elles sont addictes de leur enfant. Sans leur enfant, pas rien. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et puis à la limite, on va peut-être lui mettre un pavé sur la tête pour que surtout il ne grandisse pas, parce que, effectivement, s'il grandit, il part. S'il part, où est ma perfusion? Elle n'est plus là. Donc, moi, je ne peux pas vivre sans ça. Et puis, mais ne dites pas, vous n'aimez pas votre enfant. Comment? Mais je l'aime, ma vie ne tourne qu'autour de lui. L'amour, c'est pas ça, hein, trompez de film là. Hein. L'amour, c'est peut-être plus, je dirais, au stade animal, où on porte l'enfant, le petit oiseau, au bord du nid, pour à un moment donné, eh bien, lui permettre de s'apercevoir qu'il est capable de voler de ses propres ailes et qu'il peut mener sa vie de façon indépendante. Donc l'enfant devient là un objet, une chose dont on se sert et dont on va le désinvestir quelque part de la vie qu'on lui a donnée en le prenant pour soi et en le prenant comme objet. Puis il y a peut-être pire encore, ou encore c'est différent, c'est peut-être pas pire. C'est ceux qui vont prendre l'enfant pour objet de leur désir. Et là on arrive dans tout ce qui concerne effectivement les actes incestueux, les actes pédophiles et ce type d'environnement où effectivement là l'adulte va se servir de l'enfant exactement pour se satisfaire ses propres besoins. Là on rentre dans le registre de la criminalité et on rentre véritablement dans le registre de la criminalité parce que prendre l'autre pour un objet, c'est considérer qu'on lui enlève la vie. On lui enlève sa vie psychique parce qu'on en fait ce qu'on veut. Un objet, j'en fais ce que je veux, c'est le micro, je peux le balancer, il ne va pas me crier aïe aïe aïe, s'il est en tombant, il va faire beaucoup de bruit, mais c'est tout. Si je l'abandonne, il n'a aucune vie en dehors de moi. Prendre l'autre pour un objet, pour satisfaire son propre désir, eh bien c'est effectivement de lui enlever la vie et de le considérer comme une chose. Et là, on rentre effectivement dans le drame, dans des drames que malheureusement sont beaucoup plus fréquents que ce qu'on imagine. Les statistiques ne sont absolument pas révélatrices de ce que je peux voir et ce que je peux rencontrer dans le cadre des consultations que je peux faire. Et là, effectivement, on est dans un registre de maltraitance à différents niveaux. Oh, il y a des maltraitances qui vont paraître plus légères. Tu n'arriveras jamais à rien, t'es nul, t'es pas bon, t'es tout ce que tu veux. Effectivement, un sentiment de disqualification et de dévalorisation qui, à un moment donné, va être ancré. Et combien de gens arrivent dans le cabinet en me disant « je manque de confiance en moi ». Bah oui. Hein, bien sûr que je manque de confiance en moi, mais si on a passé sa vie à me dire que j'étais nul et que je valais rien, on voit pas pourquoi j'aurais confiance en moi, d'autant plus que c'est ceux qui m'ont donné la vie, qui devraient être là pour me soutenir, m'encourager, etc., qui me dévalorisent en permanence ou majoritairement. Et un enfant, c'est un peu comme un ciment frais, hein, c'est-à-dire que si on met le pied dessus, il va rester une empreinte qui reste et qui est bien souvent émotionnelle, enfin qui est d'abord émotionnelle et qui, de par conséquent, est très difficile à dépasser. Parce qu'elle n'est pas dans l'intellect, on ne traite pas tout ça par la compréhension. On va le traiter par la compréhension en disant « mais oui, mais ça se justifie par ceci, par cela, par autre chose ». Intellectuellement, on peut l'entendre. Mère qui divorce et qui dit « oui, j'ai voulu t'emmener ». Bon, la conclusion, c'est qu'elle ne l'a pas pu emmener. Le vécu d'un enfant, c'est l'abandon. Et c'est ça qui va être important, c'est ça qui va jouer, ça va être le décodage, il est l'enjeu bon, t'es parti ou t'es parti, d'accord, alors maintenant je vais te mener la vie dure,
Et c'est souvent l'enfant qui paye les pots cassés dans ce genre de circonstances, parce qu'effectivement, on ne tient plus compte de lui et on va régler ses propres problèmes sur le dos de l'enfant, ou éventuellement lui dire que c'est de sa faute, que s'il était poigné, bah, ça serait mieux, que de toute façon c'est à cause de lui, parce qu'effectivement, si j'ai épousé ta mère, c'est parce que je ne pouvais pas faire autrement. Bon, bonjour la culpabilité qui arrive, et qu'on ne va pas dire dans les moments les plus, je vais dire, les plus euphoriques de la relation, mais qui vont ressortir derrière comme étant des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est vrai que l'histoire de nos parents ne nous appartient pas. Mais en même temps, ce qui nous appartient, ce sont les conséquences et les vécus que nous avons eus liés à leur comportement. Quand on voit de la violence qui s'exprime entre des parents, ça ne nous regarde pas. Pourquoi ils s'engueulent? Ça ne nous regarde pas d'une certaine façon, on est bien d'accord. Mais par contre, on a été témoins de leur comportement et de leur violence, et ça nous regarde. Ça nous regarde parce qu'on est victime de quelque chose et on est dans l'impuissance de pouvoir réagir. Et file dans ta chambre pour que tu vois pas, ben non, ça ne sert à rien. Ça marche pas, ce genre de situation. Donc on voit bien qu'on est sur différents registres où on va avoir des comportements qui vont être des comportements toxiques, des comportements délétères, des comportements qui vont nous marquer, qui vont nous suivre. Des choses dont on se souvient d'ailleurs, hein, anecdotiques peut-être, mais on m'a dit ceci, on m'a dit cela, et je m'en souviens comme si c'était hier, parce que je me suis sentie diminuée, parce que je ne pouvais rien faire, parce que ceci, parce que cela. C'est ça qu'on va avoir comme problème à résoudre, à essayer d'aider l'autre à dépasser, à reprendre confiance en lui et pouvoir avancer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On peut les tuer? Non. On ne va pas faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'on a d'abord à prendre conscience de tout ça et à l'accepter. Moi, je vois souvent des gens qui me disent « Ah non, mais je peux rien, c'est mon père. » Ou « C'est ma mère. » Ah non, mais je ne peux pas lui dire ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve à 30, 40, 50 ans, voire plus, dans la position du gamin qui dit comment je vais lui dire que je ne suis pas rentré cette nuit. Comment est-ce qu'il va prendre ça? Qu'est-ce que je vais prendre, une avoinée ou pas une avoinée, etc. Donc on se retrouve comme des gamins. Le problème, c'est que les gens qui me disent ça, sous cette forme-là ou sous une autre, bon, ils sont eux-mêmes parents, et puis là, tout d'un coup, j'ai des gamins qui disent non, moi je ne sais pas, comme si ils allaient être encore capacité d'agir. Je me souviens que vous avez une patiente qui avait 10 ans d'écart avec son frère, donc quand il en avait 15, quand elle en avait 5, et puis elle avait l'histoire de, comment ça s'appelle, de succession à régler avec lui, et elle me dit, oh là là, j'ai peur de me l'affronter. Et je lui dis, il est grand votre frère? Elle me dit, non, il est plus petit que moi, il n'était pas très haut. Et puis, j'ai mis à quel âge? Il a 10 ans de plus que moi. Donc il avait 80 ans, vous voyez, effectivement, et on était... Et elle me dit, mais vous comprenez, pour moi c'est le grand escogriffe. Donc automatiquement, à 70 ans, l'autre en avait 80, ou 80 et 90, je ne sais plus exactement quel était l'écart, dans sa représentation des choses, elle était face au grand escogriffe qui lui faisait des misères quand elle était petite. Elle n'osait pas l'affronter. Alors je pense que dans un certain nombre de cas, on est dans cette position de l'enfant, disant comment je vais lui dire ça, comment est-ce qu'il va le prendre, et puis je peux pas lui dire grand chose parce que effectivement, je vais lui faire de la peine. Ah non, je peux pas, je vais lui faire de la peine. Mais Bardi, est-ce qu'ils nous ont pas fait de la peine à un certain moment? Est-ce qu'on a le droit de dire quelque chose? Non, on s'est tout fait renvoyer dans le mur en disant ça te regarde pas. Bon. D'accord, ok, mais ça me fait de la peine quand même, hein. Je pleure dans mon lit le soir, quoi que ce soit, même si ça ne me regarde pas, donc voilà. Donc effectivement, je crois qu'il y a déjà un travail pour nous de prise de conscience de ce qu'on a vécu et de reconnaître qu'effectivement, un certain nombre de comportements se sont trouvés dans une injustice, je vais dire pour prendre des mots d'enfants, parce que les enfants ils disent s'ils sont dans un binôme, c'est juste ou pas juste, hein, on est dans ce genre de registre, une espèce d'injustice sur laquelle on n'a rien pu faire. Bon. De reconnaître qu'effectivement, eh bien, ils ne sont pas parfaits. Que les dieux, il faut les descendre de leur piédestal, absolument.
sont des hommes et des femmes comme les autres, avec tous leurs emmerdes, avec tous leurs problèmes, qui ont essayé de faire comme ils pouvaient, et parfois très mal. Mais c'est comme ça. Déjà, en prendre conscience et savoir qu'on a la capacité de prendre de la distance ou d'avoir une révolte légitime, parce qu'elle est légitime. Face à de la maltraitance, il n'y a rien qui justifie de taper sur un gamin. Rien. On peut s'énerver, mais il n'y a rien qui justifie la violence vis-à-vis de qui que ce soit, ni vis-à-vis d'un enfant. Donc, ça peut nous arriver, hein, on peut tous s'énerver. Et je pense que là, déjà, la position, c'est de dire, bon, ben, est-ce que véritablement c'est sur lui ou elle que je me suis énervé, ou bien est-ce que je viens de m'engueuler avec mon mari, avec mon patron, ou qui est un type qui m'a fait suer dans le métro, et que j'arrive sur les nerfs, et clac, ça part. Ça peut arriver, personne n'est parfait. Peut-être qu'à ce moment-là, nous avons aussi un recul à prendre par rapport à ce genre de situation, et pouvoir dire, bon, écoute, là j'ai été trop loin. Je me suis trompé, tu vois, c'est pas toi qui es coupable. C'est moi qui étais fatigué, qui étais énervé, et puis effectivement, ben voilà, coup de pas de peau, mais je présente en quelque sorte mes excuses. Mais bon, par contre, ça présente rarement ses excuses, hein, bien fait, ils sont dans ce registre-là, parce qu'on les a formatés de cette façon-là, bon, voilà, puis ils sont sourds, quand on leur rappelle des choses, bon, j'ai dit ça, j'ai fait ça, moi. Il y a le déni, est quand même un truc tout à fait puissant pour avoir oublié. Bah, on a oublié. Donc, je pense qu'il y a déjà ce travail-là, si je puis dire, de prise de conscience que tout ça, c'était pas normal. Il ne faut quand même pas oublier que 95% de tous les actes incestueux et pédophiles se font avec des membres proches de la famille. Or, on est quand même dans un bug là. On croit qu'on est en sécurité, et c'est quand même un endroit où on n'est pas autant en sécurité que ce qu'on peut s'imaginer. Ah, il est avec des proches. Bah oui, justement, c'est là que c'est dangereux. C'est pas le mec qui passe dans la rue là qui est dangereux. 5%. Alors on va dire, tu suis pas n'importe qui, hein, mais si tonton t'en mal et que dit je vais te raconter des histoires, et viens avec moi, je peux tomber mon chat, il n'y a pas de problème. On peut lui faire confiance, c'est tonton. Hein? Donc c'est 95%. Donc si on veut dire le milieu, l'environnement familial, il n'est pas un environnement sécuritaire. On se trompe dans cette affaire. Ça ne veut pas dire que tous les milieux sont pourris. La question n'est pas là. Mais enfin, ça demande aussi d'être un peu comment dirais-je, de pouvoir dire à un gosse, ben non, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et que ça soit ton père, ta mère, ou ton oncle, ou ton frère, ou quoi que ce soit, mais il y a des choses qui ne se font pas. Et ça peut arriver dans ce type d'environnement. L'avertir, et pas être dans le déni, d'avoir tout vu, d'avoir douté que, mais surtout de rien dire, parce qu'on va briser la famille. Ah, briser quoi? Le silence? C'est cautionné. Combien de fois il y a des situations comme ça de violence avec un parent qui n'intervient pas? Ça veut dire qu'il est d'accord. Il n'a pas à protéger son enfant vis-à-vis d'actes qui sont, je ne parle pas simplement répréhensibles, mais qui sont intolérables, non? Parce qu'il a peur de quelque chose. Et puis il ne faut pas oublier que dans le pays où nous sommes, on a vu ce qui s'est passé dans les jours qui viennent de précéder. Ce qu'on ne sait pas, ou ce qu'on oublie, ou ce qu'on ne nous dit pas, c'est que tous les jours, 2 enfants meurent des violences de leurs parents. Je dis meurent. Ça fait 700 par an. Donc je pense qu'il y a aussi un chemin à faire pour nous, dans notre propre rapport à la parentalité, mais aussi pour nous débarrasser de ce qu'on nous a foutu dans la hotte, pas du Père Noël, mais dans une valise sans roulette précédemment, et qui nous encombre assez sérieusement. Et puis, il y a peut-être à essayer d'oser parler, d'oser être soi, d'oser dire les choses, de grandir en quelque sorte. On n'est plus un enfant à 20, 30, 40, 50 ans. On n'a plus à plier les chines systématiquement, à dire amen à tout. On a peut-être à mettre des choses au point,
C'est pas sûr qu'elles soient entendues, mais le fait de les dire, de pouvoir les formuler, d'essayer de voir s'il y a une compréhension qui peut sortir de là. Souvent, il y a beaucoup de déni, mais c'est au moins un élément de libération. Quant au pardon, c'est quelque chose auquel, personnellement, je ne crois pas vraiment. Le pardon, il faut être deux. Pardonne pour dire « je botte en touche, pardon ». Dégage. N'essaie pas de dégager. À la limite, le pardon, il doit venir de celui qui a agressé. Quand quelqu'un vous marche sur le pied, c'est pas vous qui vous excusez, hein. C'est celui qui a marché sur votre pied qui va s'excuser. Même si c'est une convention sociale. Donc c'est aussi qu'arriver à ce que le pardon soit le fruit de l'autre qui demande et de celui qui accorde. Parce que c'est celui qui a été blessé qui peut accorder le pardon, c'est pas celui qui... c'est pas comme ça ne donne pas comme ça ce pardon, de mon point de vue. Mais non, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est pas forcément pardonner, c'est reconnaître ce qui s'est passé, l'intégrer, l'accepter, parfois pouvoir exprimer au travers de séances d'hypnose d'ailleurs cette colère qui est là et qui est aussi légitimement là pour pouvoir nous avancer et en même temps pouvoir aborder les rôles qu'on a à tenir en tant que parents avec un autre éclairage.